Bonsoir à tous et à toutes, je vous dis bonsoir. Le mois de novembre, il fait déjà sombre. En tout cas, on est ravis de vous recevoir ce soir pour un nouveau webinaire de Proévolution sur une thématique ce soir qui est très d'actualité quand on voit tout le contexte international. Et nous, on va se focaliser sur le transfrontalier puisque donc le sujet de ce soir, comme vous le voyez, le recrutement transfrontalier, on va vous transmettre des clés pour les réussir. Avant de commencer, je prends volontairement un petit peu mon temps pour laisser le temps aux différents inscrits de se connecter. Je vais vous rappeler quelques petites règles de l'utilisation d'un outil de webinar donc sur lequel vous êtes connecté et on reviendra sur la présentation de Proévolution avant de faire le tour de nos intervenantes et des questions-réponses qu'on va aborder. Alors pour l'outil sur lequel vous êtes connecté, donc il s'appelle Livestorm, vous avez en bas à droite des onglets auxquels vous pouvez connecter, notamment l'onglet chat, où je vois notamment Philippe qui dit bonsoir, bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Donc vous pouvez utiliser cet onglet de chat pour échanger entre vous, ou avec nous bien sûr. Et juste à gauche de cet onglet de chat, donc également sur la partie en bas à droite, vous avez donc l'onglet questions, et c'est celui-ci que je vais vous inviter à utiliser, puisqu'on est sur un format justement table ronde avec des questions. Donc on a prévu des questions, on va dire, pour lancer les sujets, des questions qu'on nous pose fréquemment. Mais on vous invite surtout, vous, à poser vos questions, vos problématiques sur cette thématique. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour participer. Voilà, pour commencer, parlons quand même de Proévolution si vous ne nous connaissez pas. Alors, sans doute que vous nous connaissez, ou du moins vous avez peut-être vu passer une annonce, une publicité pour ce webinaire et vous nous découvrez. Pas d'inquiétude, on vous dit qui on est. Alors, Proévolution, c'est un cabinet de conseil RH qui existe depuis 1988. Donc, on a fêté nos 36 bougies cette année et on se spécialise sur plusieurs métiers. Ce soir, on va faire un focus sur notre métier historique, qui est le recrutement à l'international et notamment sur le transfrontalier. Mais on fait aussi beaucoup d'autres choses dans nos autres départements, notamment transition de carrière et conseil. On accompagne notamment tout ce qui est coaching, tout ce qui est accompagnement des personnes, des carrières, bilan de compétences. On peut accompagner, et ça risque d'être un sujet malheureusement ces prochains temps, des plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà, c'est des choses qu'on est capable d'accompagner dans nos métiers. Également en lien avec le recrutement, mais quand même très différent, le management de transition pour des besoins plus ponctuels de compétences pointues expertes. Voilà, donc le département qui est géré par David. Voilà, donc vous avez besoin de gérer une opération de retournement, un rachat, du management relais. On est aussi en mesure de vous proposer en 48 heures des profils experts qui pourront justement remplir ces missions et se rendre disponibles dans la semaine. Dernier département, l'aspect autour du digital. Alors, ça peut sembler paradoxal quand on parle de cabinet de conseil en ressources humaines, de parler du digital. Le digital aujourd'hui est incontournable et l'idée justement, c'est de dire d'intégrer le digital au profit de l'humain et non l'inverse, comme on peut le voir souvent. Et donc, on accompagne au travers de notre marque ConnexUp les entreprises à se digitaliser, mais pour rendre l'humain meilleur, plus performant et pour qu'il reste justement au centre du process, comme on a voulu justement vous le schématiser sur cette slide. Quelques chiffres rapidement, donc je vous disais 36 ans d'existence, donc un cabinet indépendant basé avant tout en Alsace, mais on va le voir également ailleurs. On s'adresse à tout type de clients. On est reconnu par différentes distinctions. On a notamment le label Les Échos depuis 5 ans qui nous reconnaît comme parmi les environ 20 meilleurs cabinets de recrutement de France. Un gros axe sur le franco-germanique et on va justement en parler aujourd'hui. On est reconnu également par nos candidats au travers du label Happy Candidates avec également une très très bonne note. Voilà, près de 5 millions de chiffre d'affaires et une certification Calliope, notamment sur les aspects formation des managers. Voilà, parler rapidement de l'équipe. Alors, on va effectivement parler avec Anke et Lipke ce soir. On a malheureusement, je vous parlais du mois de novembre qui est passé par là avec les ravages je vais pas dire de l'hiver, mais quand même quand on voit les températures, puisque malheureusement Marie et Bérénice qui devaient participer ce soir ne sont pas présentes, en tout cas pas en tant qu'oratrices. Mais voilà, on a d'autres équipes qui parlent différentes langues, là encore pour insister sur le côté international de notre cabinet.
On a également eu les trophées reconnus de la CCI Alsace Eurométropole comme lauréat dans la catégorie transfrontalier, ce qui là encore montre notre capacité, notre savoir-faire. Et enfin, dernière slide avant d'aller dans le vif du sujet, nos différentes implantations. Hein, donc le siège est à Mulhouse, mais on est également à Strasbourg, à l'exemple de Wipke qui nous parle du Strasbourg, à Paris, hein, à l'exemple d'Anke, mais on est présent également depuis cette année à Karlsruhe en Allemagne et dans d'autres villes que vous pouvez découvrir sous vos yeux. Voilà, le but, c'est pas que je m'éternise, comme dit la plupart d'entre vous. Connaissez Pro-Évolution, connaissez le cabinet. Vous êtes venus aujourd'hui pour parler de transfrontalier. Et justement, ce soir, on a donc deux experts, comme je vous disais, malheureusement, pour des raisons de maladie. Bérénice qui devait assurer la partie espagnole, hein, on avait prévu dans le programme de comparer finalement les pratiques de recrutement et la réussite du recrutement entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Voilà, la maladie faisant, on va finalement occulter la partie espagnole. On se la garde pour un futur webinaire sans doute. En tout cas, on souhaite un très bon rétablissement à Bérénice. Mais on ne s'inquiète pas car sur le sujet justement franco-allemand, on a deux expertes qui vont se présenter et justement parler de franco-allemand. Les deux incarnent justement ce terme de franco-allemand. Et je vais commencer par laisser la parole à Anke pour se présenter. Et la Suisse aussi. Alors attends, on va beaucoup parler de l'Allemagne. Alors dans le côté législatif, on va aussi parler, surtout parler de l'Allemagne. On va peut-être quand même parler des comportements, faire des parenthèses sur la Suisse. On n'oubliera pas nos voisins suisses. Anke, je te laisse te présenter. Alors très rapidement, Anke, donc consultante en recrutement depuis de très nombreuses années, avec une spécificité évidemment sur le franco-allemand, mais le franco-allemand en général, donc effectivement la Suisse, l'Autriche et autres pays germanophones, sur tout type de profil et tout type de structure. Donc j'ai recruté pour l'industrie comme pour le milieu du service ou voilà, pour des cabinets d'avocats, etc. Donc multifonction. Voilà, et franco-allemande évidemment. Évidemment, important quand même pour le sujet de ce soir. Merci Anke et à présent, on va laisser Wipke également se présenter. Très bien, donc je m'appelle Wipke Spelsfeld, donc je suis allemande et j'interviens chez Provolution maintenant déjà depuis un peu plus de 4 ans sur des recrutements de profils franco-allemands, bilingues, voire trilingues, biculturels, soit dans le cas de recrutement de profils basés en France pour des entreprises allemandes, soit pour des profils basés en Allemagne pour des entreprises basées en France, toujours avec justement ce contexte binational, biculturel, bilingue, ce qui fait du coup aussi partie, comme Sabine l'a déjà mentionné, voilà, de notre ADN. Ça marche. Donc voilà, on va passer ce webinaire ensemble. Donc le sujet, vous l'avez compris, le recrutement transfrontalier avec bien sûr un gros focus de par nos intervenantes sur le franco-allemand et on essaiera d'élargir autant que possible sur les autres pays. Hein. C'est important pour nous ce soir, c'est de vous transmettre les spécificités qu'il peut y avoir d'un pays à un autre. Les questions que vous devez vous poser, les questions qu'on vous pose, qu'on a prévu de partager pour lancer la séance, ce sont des questions qu'on nous pose régulièrement, que nous posent régulièrement nos clients quand on accompagne justement des recrutements qui impliquent deux pays. Mais on vous invite, hein, pour revenir sur l'outil, hein, à utiliser vous aussi l'onglet questions, hein, donc bien sûr le chat pour échanger entre vous, mais surtout l'onglet questions pour qu'on puisse aussi répondre à vos questions, vos problématiques. Si vous-même, alors soit vous êtes recruteur et vous envisagez justement, et on va voir les enjeux dans la première question, de recruter à l'international hein, et dans le transfrontalier, ou bien vous êtes peut-être candidat ou manager, je reconnais dans le chat des habitués et que je remercie pour leur fidélité, qui sont peut-être plutôt dans la préoccupation de eux se présenter pour des postes dans d'autres pays. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aussi, à alimenter les questions et nos expertes vous répondront. Alors, sans plus attendre, première question, puisque on parlait, et j'introduisais là-dessus, d'un contexte économique un peu particulier qu'on vit au niveau français, mais au niveau mondial. Je ne m'étale pas de plus parce que je pense que justement dans la réponse, elles vont nous en parler. Donc la première question qu'on a voulu vous partager et à laquelle on souhaite vous répondre, c'est quel est le contexte économique de chaque pays, donc focus France et Allemagne, et l'impact sur le recrutement. Et on va laisser Anke commencer pour nous parler du contexte de la France, que vous connaissez peut-être, mais qu'on va peut-être pour le contexte répéter.
Oui, donc le contexte économique de la France, comme dans beaucoup d'autres pays, est aujourd'hui marqué par des bouleversements assez profonds et on se trouve dans une situation complexe. L'inflation est de retour, les entreprises font face à une pression accrue pour innover, pour digitaliser et plus spécifiquement pour la France, le budget est actuellement en discussion. Et nous savons déjà qu'un effort va être demandé aux entreprises et aux salariés. Et ces évolutions et inquiétudes ont forcément une répercussion directe sur le marché du travail, tant en termes de recrutement que de recherche de profils. On le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui n'hésitent plus à s'expatrier, et évidemment, l'inverse est vrai aussi. Alors les secteurs de la technologie, de la santé, de la transition énergétique sont particulièrement touchés. Dans le secteur de la tech, par exemple, des métiers comme le développeur, les data scientists, les ingénieurs en intelligence artificielle sont aujourd'hui en forte demande, mais on manque de candidats pour répondre à ces différents besoins. Et c'est là où, évidemment, le recrutement, et plus particulièrement transfrontalier, va avoir son importance, puisqu'on on assiste vraiment à une guerre des talents. Donc, il va falloir être très, très réactif. Effectivement, c'est pour la France un constat que vous connaissez, mais Vipka, est-ce que c'est pareil en Allemagne? Est-ce que c'est différent? Qu'en est-il en Allemagne? En effet, il y a des parallèles avec la situation en France, en Allemagne aujourd'hui. Il y a, oui, on le sait, on entend quasiment tous les jours, il y a un ralentissement de la croissance économique lié à différents facteurs, à différentes incertitudes mondiales, comme la guerre en Ukraine, les tensions au niveau commerce, export. Également, il y aura des élections en Allemagne aussi l'année prochaine qui rendent le climat économique un peu incertain également. Donc tout ça fait que certaines entreprises deviennent de plus en plus prudentes dans leurs embauches. N'arrivent pas forcément à voir sur du long terme voilà, ce qui rend plutôt compliqué de se projeter vraiment sur le long terme en matière de recrutement. Après, comme Anke l'a déjà mentionné sur la France, en Allemagne, la transition écologique, la transition énergétique, le développement durable jouent un rôle important. Donc là, le recrutement de profils spécialisés dans les énergies renouvelables, les énergies vertes, dans l'électromobilité par exemple aussi, sont des recrutements très demandés, des profils très demandés. Et comme en France d'ailleurs aussi, l'Allemagne fait face à un vieillissement démographique et lié aussi donc à une pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait que les entreprises se tournent de plus en plus aussi à l'international avec leur recrutement, ou alors doivent faire appel à des reconversions ou à des formations en interne pour donc former leurs collaborateurs, ou alors même aussi les futurs collaborateurs aux enjeux pour l'avenir. Merci. Donc effectivement, un intérêt de penser aux transfrontaliers pour trouver des solutions justement sur le recrutement. Alors, on nous pose une première question dans le sens, donc je vais permettre de la prendre avant les autres parce qu'elle rebondit un peu sur ce qu'on disait. Franck Badin nous parle justement de Source APEC en nous disant qu'il y a beaucoup de... Ah, pardon, il nous a posé deux questions. Je vais prendre la première. Il nous demandait donc plus spécifiquement en Alsace, l'APEC presse un impact négatif sur l'emploi en 2025, notamment du secteur de la chimie. Quel est votre point de vue? Alors, on le constate, on a lu les mêmes articles effectivement, et j'en parlais encore avec mes collègues. Je me rappelle encore ce matin, David, avec Tom et David, qui peut-être voudront répondre à l'écrit. Oui, c'est des secteurs qui vont être clairement concernés. Donc, c'est un constat. Hein, je ne sais pas s'il y a vraiment un point de vue à donner. Hein, donc, ce qui est sûr, c'est que oui, il y aura des problématiques de recrutement dans ces domaines-là. Je ne sais pas si Vipke ou Anke veulent rebondir sur cette question. Oui, ce n'est pas qu'un phénomène isolé sur la Suisse, sur une région spécifique.
On le voit sur certains secteurs aussi en Allemagne. Donc, ce qui fait aussi que justement les perspectives ou les projections sur la durée sont aujourd'hui compliquées pour les entreprises, mais également pour les candidats. Et donc Franck qui demandait dans la foulée, donc toujours sur une source APEC qui constate beaucoup de licenciements en Suisse sur du personnel de plus de 50 ans, donc des seniors. Quelle est notre expérience? Est-ce qu'on a accompagné des candidats de plus de 50 ans sur des replacements, donc sur des postes internationaux, pas forcément que suisses. Là encore, je sais pas si Anke ou Vipke veulent compléter. En tout cas, l'accompagnement des seniors au sens large, c'est pas que une problématique sur la Suisse. Il y a cette perception toujours, malheureusement, des entrepreneurs, des employeurs, que passé 50 ans, c'est trop tard, on est en fin de carrière, on n'est plus dans le coup, alors que c'est quand même une population qui est extrêmement fidèle au travail, hein, qui est prête à aller jusqu'au bout, qui est dévouée. On reproche souvent aux générations Z d'être pas assez impliquées. À l'inverse, les seniors, eux, sont capables de se dévouer, peut-être effectivement qu'ils seront à la retraite dans quelques années, mais ce laps de temps est plus ou moins garanti. En tout cas, voilà, pour répondre à la question sur notre expérience pour évolution, je me permets de prendre la parole. On accompagne au travers d'autres placements, au travers de différents accompagnements sur des profils notamment seniors, et on les accompagne aussi à trouver, à postuler sur ce type de poste. Alors, la question de Marie-Laure, je vais pas y répondre parce ça va être la prochaine justement, donc je vais la prendre en même temps que celle qui était prévue, puisque donc on a fait le constat dans les premières questions que il y a des difficultés de recrutement et et on le mettait dans le dernier newsletter, c'est peut-être là que vous avez vu d'ailleurs l'invitation à ce webinaire, que finalement le plus gros potentiel de recrutement que vous avez, il n'est pas dans votre pays, il est chez vos voisins. Maintenant, la question, c'est comment ça se passe, quelle stratégie de recrutement on doit adopter pour réussir à recruter sur le transfrontalier. Je vais d'abord me tourner vers Anke pour répondre à cette question. Alors, effectivement, voilà, donc face à la pénurie des talents, les entreprises, effectivement, ont plusieurs défis. Donc, le premier, c'est d'attirer et évidemment de garder les talents. Donc, c'est un marché très compétitif et donc il est vraiment nécessaire, alors que ce soit, c'est vrai pour la France, mais c'est encore plus vrai justement si on veut attirer des profils non français entre guillemets sur des postes, c'est de proposer des conditions extrêmement attractives. Donc non seulement en termes de salaire, mais aussi en termes de culture d'entreprise, de flexibilité, de possibilités d'évolution professionnelle. On va dire que à présent, c'est les candidats qui sont vraiment demandeurs, qui vont accepter ou non une offre. Souvent, ils sont sur plusieurs process en même temps. Donc, c'est vraiment à l'entreprise de repenser tout son recrutement. Donc, pour ça, il est également important de diversifier donc les méthodes de recrutement en intégrant justement des profils transfrontaliers, des profils atypiques, des candidats qui ont peut-être des parcours un peu moins conventionnels ou justement qui ne parlent pas forcément le français. Et qu'on va pouvoir intégrer dans des équipes multiculturelles en investissant dans la formation et en adoptant une politique de rétention aussi, c'est-à-dire arriver à garder les différents talents dans un contexte justement où les opportunités sont extrêmement nombreuses. Donc, il est vraiment essentiel de fidéliser des talents et encore plus si on recrute hors de nos frontières. Alors Vipke, justement, parlant de au-delà des frontières, une stratégie de recrutement appliquée justement à la cible de l'Allemagne. Donc, je pense qu'il y a des phénomènes qui sont vraiment internationaux. Donc, Anke parlait tout à l'heure justement d'un cadre de travail aussi justement attractif, de conditions attractives. En Allemagne, c'est plus ou moins pareil. Les entreprises doivent s'adapter aux
nouvelles attentes des collaborateurs ou des candidats. Par exemple, le télétravail, il faut proposer de la flexibilité en termes d'horaire, il faut aussi accorder plus d'importance à l'équilibre de la vie personnelle et vie professionnelle. Donc des sujets qui sont très d'actualité aujourd'hui. L'image de l'entreprise et de la marque employeur joue aussi un rôle important, notamment pour des recrutements à l'international, puisque si une entreprise française veut recruter en France, l'image, la marque employeur, c'est la première chose que les candidats découvrent. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, une image, une marque employeur bien soignée, bien développée, est aussi une des bases pour une bonne stratégie de recrutement. Et une spécificité aussi pour l'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui l'approche directe par chasse téléphonique, comme on la connaît aussi en France, est beaucoup moins pratiquée aujourd'hui et plutôt mal vue par les entreprises et aussi par les candidats. Donc là, il faut aussi se servir de d'autres outils, d'autres stratégies de recrutement pour approcher les candidats. Merci à toutes les deux. Donc, on voit des stratégies diverses et variées avec quelques petites spécificités d'un pays à l'autre. Alors, si maintenant on reste un peu plus dans l'opérationnel, la prochaine question s'intéresse à finalement comment on s'adresse en termes d'offres d'emploi à ces différentes communautés. Quels sont les réseaux, finalement, sites d'emploi qui fonctionnent le mieux? Et on va peut-être commencer par la France avec Anke. Alors, les sites, il y a donc plusieurs sites d'emploi effectivement qui se distinguent, qu'on soit effectivement sur des profils plutôt commerciaux, cadres ou IT. Donc, on va parler de réseaux professionnels qui fonctionnent le mieux, en tout cas en France, c'est LinkedIn. LinkedIn qui dispose donc aussi d'une section dédiée aux offres d'emploi et où de nombreuses entreprises vont également donc publier des annonces sur des postes de cadres, de commerciaux et également en IT. C'est également beaucoup utilisé par les recruteurs et les chasseurs de tête, mais ça permet également aussi bien aux candidats qu'aux entreprises de s'informer les uns sur les autres. C'est-à-dire les candidats vont pouvoir aller regarder justement comment se positionne l'entreprise en termes de politique de RSE, de ce qu'ils vont publier, du retour qu'ils peuvent avoir sur d'autres candidats qui ont eu des process de recrutement. Ils vont pouvoir parler avec des salariés de l'entreprise et les entreprises peuvent faire la même chose sur les candidats. Attention donc de bien comprendre que ça reste un réseau professionnel et donc de rester professionnel sur ce réseau. L'avantage évidemment de LinkedIn, et puisqu'on est sur ce recrutement transfrontalier, c'est la puissance internationale de ce réseau. Comparé par exemple à Viadeo, qui était un réseau, on va dire, franco-français et qui est complètement délaissé. Un autre job board, on va dire, qui fonctionne extrêmement bien et qui est très orienté international, c'est Indeed, qui est l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au monde et qui regroupe en fait différentes offres de différents sites et qui couvre une large gamme de postes, y compris donc pour des cadres et des experts en IT. Voilà, si on reste sur un côté aussi encore très français, on a évidemment l'APEC. L'avantage de l'APEC, donc on s'oriente plutôt sur des profils cadres et c'est un site gratuit. Donc c'est vrai que pour des structures qui sont peut-être plus petites, ça peut avoir un intérêt. Ensuite, on a Hello Work, qui est un site beaucoup plus généraliste et qui propose de nombreuses offres d'emploi avec des sections qui sont dédiées pour des profils de commerciaux, des cadres.
Ensuite, alors nous avons des sites qui sont plus spécifiques sur le recrutement IT. Il faut quand même répéter que c'est là qu'il y a une pénurie quand même extrêmement importante. Donc nous avons My Commune IT qui propose des offres d'emploi vraiment adaptées aux compétences et aspirations des professionnels de l'informatique. Et nous avons Les Jeudis, qui est une plateforme qui est dédiée au métier de l'informatique et du digital et qui offre vraiment une multitude d'opportunités pour les professionnels en IT. À côté de ça, vous avez Glassdoor et Welcome to the Jungle qui, en plus des offres d'emploi, vont permettre à des entreprises de se présenter, de laisser parler certains intervenants ou des salariés de l'entreprise qui vont parler de leur métier, présenter voilà, d'autres intervenants, voilà, où l'entreprise va expliquer ce qu'elle va rechercher, mais de manière un petit peu plus interactive. Et Glassdoor qui, alors, a cet avantage-là ou des avantages, mais qui fournit des avis sur les entreprises où des salariés peuvent voilà, mettre des informations de rémunération, de culture d'entreprise, d'avantages. Alors on peut, voilà, et c'est noté, hein, il y a vraiment des notes, donc voilà, on peut être des bonnes notes, des moins bonnes notes. En tout cas, ça peut permettre à un candidat de faire un choix éclairé. Voilà pour la France. Ouais, c'est déjà pas mal de choses. Et juste petite précision pour compléter la réponse d'Anke, notre expérience est principalement sur des profils cadres, des managers, des profils, voilà, on va dire, avec une certaine expérience et expertise. On ne cite pas donc volontairement France Travail ou d'autres sites d'annonces, voilà, parce qu'on reste focalisé sur ce type de population. Donc ça, c'était pour la France, effectivement, comme l'a précisé Anke. Est-ce que c'est les mêmes qu'on retrouve en Allemagne ou est-ce qu'il y a des spécificités, Wiebke? Les deux. Il y a en effet beaucoup de parallèles sur les réseaux, je dirais, internationaux, puisqu'aujourd'hui LinkedIn c'est un réseau international avec des profils internationaux, souvent aussi justement qui parlent plusieurs langues, etc. Donc pour une recherche en Allemagne, si une entreprise française maintenant recrute pour l'Allemagne, par exemple pour un profil de commercial ou un profil justement orienté plus international, là LinkedIn va être l'outil adapté pour cette recherche. Pour une recherche plutôt axée sur la zone germanophone, sur la zone d'art, donc Allemagne, Suisse, Autriche, il y a un autre réseau qui s'appelle Lexing, qui est un peu moins, je dirais, ergonomique, ou peut-être un peu moins attractif par rapport à LinkedIn, mais qui permet d'avoir accès à un vivier de candidats, un candidat un peu plus particulier, puisque là, ce sont des profils vraiment axés sur l'Allemagne, des profils peut-être pas forcément internationaux, mais des profils justement qui parlent allemand et qui évoluent dans la zone, sur la zone d'art. LinkedIn Xing propose également des job boards, donc la mise en ligne d'annonces, mais le job board numéro 1 en Allemagne reste Stepstone, qui est un job board plutôt généraliste avec la possibilité d'une mise en ligne d'annonces pour quasiment tout type de postes, donc des postes très techniques, voire aussi stratégiques, donc il y a un peu de tout. Stepstone offre également une CV Tech, également très large pour des profils en Allemagne surtout. Et après, bien sûr, il y a des sites plutôt connus aussi en France comme Monster ou alors aussi Indeed qui proposent également à la fois la mise en ligne d'annonces et aussi une CV Tech pour trouver des profils recherchés sur la zone dédiée. Super, merci. Donc oui, donc des sites quand même assez différents. Alors, il y a deux questions dans le chat, mais je vais d'abord poser la prochaine parce qu'elles vont être liées.
Donc on était jusqu'à présent sur la partie entreprise, hein, justement comment adapter sa stratégie, sur quel levier. Maintenant, mettons-nous du côté des candidats, et c'est le cas de plusieurs d'entre vous dans l'assistance. Quelles sont les attentes des candidats dans ces deux pays? Est-ce qu'il y a des codes et des pratiques à connaître chez eux? Quelles sont les spécificités en France? Voilà, pour les nôtres, commençons par nous. Anke. Alors oui, il y a des attentes. Les candidats ont de plus en plus d'attentes. Étant donné justement qu'ils sont tout à fait, voilà, ils savent très bien qu'il y a de la pénurie. Voilà, la demande fait qu'ils sont assez clairs aussi sur ce qu'ils attendent. Donc il faut avant tout, une entreprise doit être claire et transparente en ce qui concerne le processus de recrutement. Donc avec une description, ça commence dès l'annonce en fait, hein, une description extrêmement précise du poste, détaillée avec les responsabilités, les missions, les compétences requises, les perspectives d'évolution. Ne pas hésiter à y intégrer les vrais avantages que vous offrez. Et le salaire. On sait que il y a 80% de réponses en plus lorsque le salaire est indiqué sur l'annonce. Donc c'est vraiment important. Et de toute façon, je crois que dans un an, ça va être obligatoire. Les candidats apprécient aussi de connaître les différentes étapes du processus, les délais, les différents interlocuteurs qu'ils vont rencontrer. Faire également voilà, un feedback régulier, voilà, des feedbacks constructifs à chaque étape. Hein. C'est vrai que les candidats attendent des retours et ils apprécient aussi lorsque on va pas poursuivre un process pour diverses raisons, qu'on revienne néanmoins vers eux et qu'on leur explique aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi on n'a pas voilà, validé leur candidature. Évidemment, ce qui est de plus en plus attendu aussi, c'est qu'on fasse une évaluation qui est vraiment basée sur les compétences, sur les aptitudes, l'expérience, sans biais ni discrimination. Et ils souhaitent pouvoir aussi s'exprimer, exprimer leur motivation. Ce qui va être important pour eux aussi, c'est vraiment que le recruteur, ce que disait Wiebke aussi pour l'Allemagne, valorise la marque employeur, que l'entreprise communique sur ses cultures, sur sa valeur, sur son environnement pour attirer le candidat. Donc être vraiment transparent sur les conditions de travail. Donc comme je disais, hein, la rémunération, les avantages, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et ce qui va être également important, c'est les perspectives d'évolution et de développement. Donc ne pas hésiter à parler des formations qui peuvent être mises en place, pour aussi permettre des montées en compétences. La stabilité qu'on va aussi pouvoir proposer, et notamment la formation, ça sera encore plus vrai si on recrute quelqu'un hors de nos frontières, de vraiment pouvoir l'accompagner. Et ce qui est très très important aussi dans un recrutement, et beaucoup d'entreprises ont tendance à le minimiser, mais c'est l'onboarding. Faire un onboarding réussi, c'est un recrutement réussi, et l'inverse est vrai aussi, et je l'ai constaté à titre personnel sur moi quand j'ai pu intégrer des entreprises ou certains candidats qui voilà, lorsque l'onboarding est inexistant, ça voilà, ça peut être très décourageant pour un nouvel arrivant. Voilà pour la France. Ça marche. Donc voilà, des attentes sur la France, mais sur l'Allemagne, qu'est-ce que ça change pour nos voisins allemands? Oui. Alors, en termes de processus de recrutement, les candidats allemands sont habitués et sont aussi dans une posture d'attente. Donc, le processus va vraiment clair, où les étapes sont clairement définies dès le début.
comme Yann Tapia, qui sera rencontré, en quoi ça consiste, etc. Donc, il faut vraiment éviter d'apporter des surprises aux candidats en rajoutant encore plusieurs étapes qui n'étaient pas prévues initialement. Ankel avait déjà mentionné sur la France, mais ce qui est aussi le cas en Allemagne et aussi sur toute la zone d'art, c'est une communication claire sur les salaires qui apporte du coup aussi un retour plus important en termes d'approche, en termes d'annonce. Ne soyez pas surpris si vous recrutez en Allemagne, et ne soyez pas surpris si les candidats allemands vous envoient des lettres de motivation et des CV très complets, donc en CV de 3 à 4 pages n'est pas du tout quelque chose d'inhabituel, avec beaucoup de détails sur la formation, sur l'expérience professionnelle, sur les références déjà aussi. Donc si vous recrutez un profil plutôt expérimenté et ou senior, mon CV allemand va être bien complet et va compter plusieurs pages. Et aussi à l'inverse, si vous recrutez en Allemagne, si vous postulez en Allemagne en tant que candidat, n'hésitez pas à être très complet sur votre CV. Vous n'avez pas besoin de remplir une seule page, mais vous pouvez bien sûr remplir plusieurs pages avec vos expériences, toujours bien sûr pertinentes. Pareil également pour les lettres de référence, les lettres de recommandation, les certificats de travail, donc les Arbeitszeugnisse, qui sont souvent envoyés assez rapidement, souvent déjà lors de la candidature, puisque ces documents soulignent bien les compétences et mettent aussi en valeur donc la candidature. Donc c'est aussi quelque chose en effet qui est beaucoup pratiqué. Donc cet envoi de documents dès le début. Et encore une spécificité, donc ce modèle d'une grande école ou école de commerce existe beaucoup moins en Allemagne qu'en France. Donc, les candidats qui ont aujourd'hui un profil Ausbildung ou un profil Bac+2, Bac+3, ou l'équivalent de Bac+2, Bac+3 en France, en Allemagne, ont souvent justement la réputation d'être bien ou très bien formés techniquement et vont ensuite pouvoir acquérir des compétences sur le terrain. Donc il y a une grande ouverture vers ce type de profil en Allemagne et le système grande école existe beaucoup moins en Allemagne et moins connu en tout cas par les recruteurs. Merci Vibeke. Alors, je prends une question au passage puisqu'on parle des candidats. Je voulais juste rajouter quelque chose qui me paraissait extrêmement important. Excusez-moi. C'est juste effectivement penser à faire des process de recrutement pas trop longs, même plutôt courts. Il y a une époque où on a connu tous des process de recrutement qui étaient à rallonge, etc. Actuellement, vu qu'il y a vraiment une pénurie et souvent un candidat a plusieurs process en cours, plus ça va vite et plus vous aurez de chances de pouvoir recruter votre candidat. Et je pense qu'en Allemagne, c'est exactement la même chose. En effet. Merci. Voilà. Alors, je prends à la volée la question de Philippe parce qu'elle concerne les candidats et on parle des candidats. Alors, lui parle de la Suisse, mais je pense que sa question peut s'appliquer à tous les pays. En Suisse, si une annonce est en anglais, même si la société est en Suisse alémanique, faut-il répondre en anglais? Idem pour la partie romane. Alors, j'ai une idée sur la question, je vais la donner, mes collègues pourront compléter. Je pense qu'il y a une règle un petit peu de base. Si une annonce est dans une langue, c'est qu'on s'attend à avoir une réponse dans une langue, indépendamment du pays où elle se trouve. J'aurais tendance à penser ça. Je ne sais pas si mes collègues me rejoignent dans cette analyse. Oui. Voilà. Okay, donc, oui. Quand si l'annonce est en anglais, évidemment, il faut répondre en anglais, bien sûr. À l'inverse, ça nous arrive d'avoir des réponses dans des langues. Notamment si vous voyez l'annonce qui a été publiée par un groupe ou vraiment par une entreprise avec justement un contexte international, là, justement, une réponse ou un dossier de candidature en anglais est d'autant plus important. Dommage.
Merci. Voilà, il y a d'autres questions, mais on va quand même revenir sur le fil pour prendre les premières questions et on reviendra sur vos autres questions à la fin. Donc, alors moi-même, je dois m'y retrouver parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Alors, donc on a répondu à Philippe et je prends donc la question des salaires. Voilà, on en était là. Quelle lecture doit-on faire des salaires d'un côté en France, de l'autre en Allemagne? Commençons par la lecture de la France, Anke. Alors en France, on a On a du bruit. voilà. Ok, c'est bon. Bon, donc les salaires sont assez. Alors on parle, il faut savoir qu'on parle en salaire brut dans les annonces ou quand un candidat doit se présenter ou voilà, c'est toujours le salaire mensuel brut ou annuel brut. Ce qui veut dire par là que à peu près pour avoir un net, voilà, il faut enlever entre 22 et 25%. Je ne parle que pour le salarié. Donc on va dire que si on parle pour les cadres, le salaire médian est à peu près autour de voilà, on va dire entre 5 000 euros net, on va dire entre 3 000 et 4 000 euros, 3 000 euros brut, donc entre 3 et 4 000 euros net. Pour les non-cadres, voilà, le salaire médian est plus bas quand même, hein, il est plutôt vers entre les 2000 2500. Oui, voilà ce que je peux dire. Après, bon, on a le salaire minimum, donc le SMIC qui est en net à 1747 euros. Voilà, avec du 1300 à 1400 euros net. Et là, vous allez voir effectivement, c'était intéressant juste de dire, voilà, les salaires français pour faire une comparaison avec l'Allemagne où effectivement, c'est voilà, pas le même impact. Hein. Mais justement, l'Allemagne, Liebke. En effet. Donc aujourd'hui, juste pour resituer aussi le contexte, donc en termes du SMIC, donc de Mindestlohn en Allemagne, qui se situe aujourd'hui à 2150 euros brut pour 40 heures. Donc les 40 heures, normalement, c'est à peu près si vous travaillez en temps plein en Allemagne, c'est 40 heures. Pour les salaires, pour comparer justement avec ce qu'Anke disait sur la France, pour les salaires des Führungskräfte, en fait, ce qui est à peu près l'équivalent des cadres en Allemagne, les salaires médians ou le salaire médian des cadres était en 2022 entre 5 500 et 6 500 euros brut, avec des grandes différences aussi en fonction de la région. Donc aujourd'hui, les salaires à Munich, donc la ville la plus chère, avec aussi un coût de vie très élevé, va aussi avoir des salaires plus élevés par rapport à l'Est ou aussi par rapport au nord de l'Allemagne, où les salaires sont un peu plus bas, mais aussi des salaires, des coûts de vie un peu moins élevés. Après, il y a encore, bien sûr, des secteurs ou les différents secteurs qui vont avoir une influence sur les salaires. Donc, des secteurs comme la finance, l'informatique, l'ingénierie vont proposer des salaires plus élevés par rapport à d'autres secteurs. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en fonction de la région, donc le sud de l'Allemagne, forcément les salaires vont être plus élevés par rapport au nord, par rapport à l'est de l'Allemagne. Très bien, merci. Alors, on reste sur le côté candidat, c'est toi dont vous avez parlé des salaires. Maintenant, parlons de la durée de la période d'essai et les préavis en cas de rupture. Voilà, qu'est-ce qui change entre la France et l'Allemagne? Repartons du constat de la France. Alors oui, donc en gros, en France, on est alors on va rester sur des profils plutôt cadres. On est sur du 4, donc une période d'essai qui va durer 4 mois et qui peut être renouvelable et qui la plupart du temps
est renouvelable. Il faut pas oublier que c'est voilà, que c'est un avantage pour l'employeur, mais également pour le salarié. Et les préavis, donc toujours pour des cadres, sont de 3 mois, parfois négociables, et 3 mois à partir du moment où on donne sa démission entre guillemets, où on demande à partir, où voilà, on négocie un départ. Ensuite, pour des employés, la période de préavis est plus courte et la période d'essai est plutôt de 2 mois renouvelable. Voilà. Donc ça, c'est la France, on connaît à peu près. Ce qui nous intéressera peut-être plus, c'est l'Allemagne. Oui. Donc en termes de période d'essai, toujours pour un CDI, la période d'essai en Allemagne peut varier entre 3 et 6 mois en fonction de ce qui a été négocié. Donc soyez pas forcément étonnés si la période d'essai aussi en candidat allemand va demander une négociation concernant la période d'essai. Donc entre 3 et 6 mois, et aussi ça va aussi dépendre de la convention collective qui s'applique. Donc ça, c'est en termes de période d'essai. Le préavis, c'est un peu plus compliqué et ça peut parfois aussi étonner certaines entreprises ou certains recruteurs français, puisque le préavis augmente avec l'ancienneté du salarié. Donc, un salarié qui a jusqu'à 2 ans d'ancienneté dans une entreprise aura un préavis d'1 mois. Un collaborateur avec 5 ans d'ancienneté aura un préavis de 2 mois. Donc, il y a vraiment une grille qui s'applique. Juste pour vous donner un exemple, un collaborateur qui a 12 ans d'ancienneté au sein d'une entreprise aura un préavis de 5 mois. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Déjà, avant le démarrage du recrutement, les préavis allemands peuvent être très longs. Les processus de recrutement en Allemagne liés à différents aspects, liés au marché aussi, peuvent être très longs. Donc, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte avant même de démarrer en recrutement en Allemagne. Super. Merci Wiebke. Donc pour la prochaine question, on approche de la fin des questions, en tout cas qu'on a prévu, mais il y en a d'autres de l'audience. Alors là, c'est une question spécifiquement pour Wiebke, justement. Je suis dans une société française et je veux me développer à l'export en Allemagne. Je m'installe où? C'est quoi la localisation idéale pour s'installer en Allemagne? Oui, c'est une bonne question puisque c'est un peu la base de chaque recrutement qu'une entreprise fait, qui veut se développer et qui veut s'implanter en Allemagne. Je dirais contrairement à la France où il y a une orientation vraiment vers la capitale, en Allemagne, il y a des marchés ou des industries très variées en fonction de chaque région ou chaque land, comme on dit. Donc, si l'entreprise veut s'implanter proche auprès des clients dans une industrie cible, une analyse justement peut être très intéressante et très importante au début et même justement avant de démarrer le recrutement et avant de savoir sur quelle zone l'entreprise va recruter. Voilà, juste pour vous donner quelques exemples, après chaque land a vraiment, ou chaque région a vraiment sa spécificité. Si on va plutôt sur l'industrie automobile ou alors sur des startups, la Parbière avec par exemple Munich peut être très intéressant puisque c'est un peu le berceau, je dirais, de l'industrie automobile avec déjà une zone aussi en proximité avec la zone d'art, un écosystème très dynamique. Et aussi justement une infrastructure qui attire les entreprises internationales. Toujours dans l'automobile, il y a également le Baden-Württemberg avec Stuttgart ou d'autres villes aux alentours qui peut être très attractif, qui est également le land avec beaucoup d'entreprises du Mittelstand dans des PME traditionnelles allemandes, avec également une certaine proximité avec l'Allemagne, donc les profils transfrontaliers peuvent être très intéressants. Si on va plus vers le domaine de la finance, les banques, les assurances, là il y a plutôt Francfort qui est plus centre.
de cette industrie, avec une bonne connectivité, avec un aéroport très important. Donc, si c'est plutôt banque finance, ça sera Francfort. Et aussi pour aller plus vers l'ouest de l'Allemagne, donc la Rhénanie-Nord-Westphalie, avec Düsseldorf, avec Cologne, est une zone très densément peuplée, avec un vivier de candidats ou de profils très, surtout dans l'industrie, très spécialisés, très international également, et qui peut être intéressant également. Donc, je dirais c'est vraiment en fonction plutôt de l'industrie, du secteur cible, et aussi bien sûr aussi de différents facteurs que l'implantation doit être réalisée. Donc il y a vraiment une analyse à effectuer en amont. Merci. Donc, on a fait le tour des questions qu'on a prévues nous, mais il y en a eu d'autres qui ont été posées. Alors, des questions aussi sur la Suisse. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Suisse, même si il y a des comportements qu'on peut voir assez proches, notamment entre la Suisse et l'Allemagne. La question que posait Philippe, alors il paraît qu'en France, le marché caché représente 75%. Qu'en est-il de l'Allemagne et de la Suisse? Alors, je ne sais pas si on a des éléments de réponse. David Kanke, peut-être pas, ou bien, peut-être? Alors, je n'ai pas de chiffre exact, mais je pense qu'on n'est pas loin de ces chiffres. D'où aussi l'importance bien sûr, d'une veille en termes d'annonce, mais qui ne suffit pas. Mais du coup, ce qui nécessite aussi un travail de réseautage, un travail de mise en relation, oui, en fait, une activité aussi assez régulière sur sur LinkedIn par exemple, ou alors sur Xing pour rentrer voilà, pour se connecter aussi avec d'autres personnes pour élargir le réseau. Et bien sûr après d'autres méthodes comme justement l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui, quel type d'entreprise recrute, est-ce qu'il y a peut-être du coup si une entreprise recrute pour un poste, est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres opportunités derrière. Donc il y a vraiment je dirais un besoin aussi d'être dans une démarche assez proactive pour maximiser ses chances sur ce marché. Donc un marché à ne clairement pas négliger, hein, et ce qu'on dit aussi aux entreprises qu'on accompagne, c'est penser à tout ce qui est cooptation, qui est aussi une manière de, voilà, sans forcément passer des annonces, trouver des candidats. Une dernière question, en tout cas en l'état actuel, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'autres, hein. On avait dit qu'on finirait à 18h, il nous reste 8 minutes, allez, le temps de prendre une ou deux questions. Et donc Franck était plus sur la question de la Suisse, qui demandait après la France et l'Allemagne, quid de la Suisse dans le cas des recrutements. Alors, question large, je ne sais pas si vous voulez répondre, on a un peu d'expérience sur des recrutements en Suisse, notamment dans le transport. Qu'est-ce que vous pouvez partager dans vos expériences sur les spécificités de la Suisse au sens large, sur tout ce qu'on a pu voir? Je ne sais pas si Janke ou Wiebke ont des éléments de réponse. Alors, moi, j'ai recruté effectivement en Suisse, justement par rapport au marché caché. Je pense que il doit y en avoir beaucoup également, puisque moi, les recrutements que j'ai pu faire, les annonces étaient complètement interdites et on ne passait vraiment que par, les entreprises ne passaient que par des cabinets et il fallait être vraiment très discret, ne pas forcément dévoiler le nom de l'entreprise immédiatement, etc. Donc je pense que il y a beaucoup de marchés cachés également en Suisse. Et pour les spécificités, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il faut être vraiment alors déjà très fin dans l'approche, déjà rentrer quand même dans le détail, être très ne pas juste envoyer un mail comme ça, hein, être vraiment plutôt des mails, si on fait de l'approche par LinkedIn par exemple, très personnalisé, rentrer très vite dans le détail de l'opportunité. Ils sont très demandeurs en fait, en tout cas les candidats en Suisse, qu'on rentre vraiment
dans le détail du contrat avec les différents avantages. Je sais qu'en Suisse, il y a des différences, notamment en termes de, voilà, par rapport à la mutuelle, et c'est quelque chose qui rentre dans le contrat. Donc, c'est des questions qui vont poser. Donc, c'est vrai qu'une entreprise, il faut savoir faut connaître la réponse, faut pouvoir expliquer. En termes de contrat de travail aussi, je sais que voilà, c'est très très pointilleux. Et c'est des choses des questions qui sont demandées tout de suite en fait. Dès même si c'est un cabinet qui recrute, le candidat va déjà poser ce type de questions. Donc il faut être préparé. Et aussi pour compléter, justement, ça va un peu dans les deux sens. Bien sûr, les candidats vont poser beaucoup de questions, mais les candidats doivent aussi être, là on parle plutôt dans le point de vue candidat, les candidats doivent être aussi préparés à vraiment rentrer ou devoir rentrer dans le détail assez rapidement en termes de parcours, dans de la posture pendant l'entretien, va vraiment aussi être en échange plutôt détaillé concernant le parcours, concernant la motivation. Bien sûr, ça dépend toujours aussi du contexte ou alors des différentes étapes. On en a parlé justement, donc les différentes étapes du recrutement prévu. Mais de manière générale, en effet, on peut dire, c'est vraiment un marché un peu à part, même si maintenant l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, on pourrait dire oui, c'est la même zone germanophone, mais ce sont en effet des marchés et aussi des codes aussi à part. Donc je pense qu'on pourrait même remplir tout un webinaire sur ce sujet spécifique. Donc il ne faut surtout pas faire l'erreur et penser que finalement tout est pareil. Il y a des parallèles, mais il y a aussi beaucoup de subtilité et beaucoup de différences. On note pour un futur webinaire d'aborder cette question-là. On arrive près de la fin. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, moi, je tenais déjà avant tout à remercier nos intervenantes. Voilà, Anke et Wiebke, spécialistes du recrutement franco-allemand et pas que, comme on l'a vu dans la dernière question. On a une petite pensée, bien sûr, pour Bérénice et Marie qui, voilà, malheureusement, n'ont pas pu venir ce soir. Et on souhaite un bon rétablissement, voilà. Et puis pour la suite, alors on vous a pas annoncé la prochaine date, elle risque de bouger. On a notre rendez-vous de la communauté des managers pro-évolution sur un sujet qui là sera pas du tout commercial, mais vraiment orienté management. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est rester abonné à nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, notre newsletter. Vous pouvez vous abonner depuis le site internet et globalement, voilà, n'hésitez pas à suivre nos actualités sur notre blog, etc. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce webinaire avec vous. On en fera donc un dernier sur ce format rendez-vous de la communauté sur le mois de décembre. Et d'ici là, on vous souhaite bon courage pour traverser le froid, pour les difficultés qu'il y a. On va rester positif et on parlera de ces sujets justement, comment rebondir justement sur, on va dire, la morosité ambiante, parce qu'il y a au contraire des opportunités. Donc sur tous ces sujets-là, on sera toujours là pour vous accompagner. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.